Bonsoir. Effet de serre, évolution des climats, réserve en eau, production agricole mondiale, pression démographique. En fait, nous avons deux façons d'aborder les questions d'environnement. Si nous sommes agressés personnellement, nous réagissons de manière émotionnelle. Et si on veut comprendre ces phénomènes, toutes ces questions ne peuvent être approchées qu'à un niveau rationnel. Et plus ces questions d'environnement seront comprises par nous aujourd'hui, mieux cela nous aidera à ne pas faire reposer leurs solutions sur le seul dos de nos enfants qui auront à les gérer. Alors c'est pour cela, une fois n'est pas coutume, que je voudrais aujourd'hui vous faire découvrir un site internet qui traite de ces questions d'environnement, accessible et totalement gratuit. C'est un État mondial de l'environnement. Il a été financé par le Programme des Nations Unies pour l'environnement et mis en œuvre par le GRID. Alors GRID, cela veut dire Global Resources Information Database. C'est un centre de recherche qui est basé en Norvège, où travaillent une trentaine de chercheurs internationaux et qui sont là pour collecter, organiser et restituer l'information sur l'environnement dans le monde. Vous vous souvenez, la conférence de Rio préconisait de diffuser au maximum les informations concernant l'environnement pour sensibiliser les opinions publiques que nous formons. Eh bien, cela a été fait. Plus nous serons conscients des enjeux, plus nous pourrons faire pression sur nos élus. Regardons le site. À partir de la page d'accueil du GRID, on dispose de 4 entrées principales. Des systèmes d'information géographiques, des cartes et des graphiques, le rapport sur l'état de l'environnement lui-même, où l'on retrouve des informations sur chaque pays participant, et puis enfin des réseaux d'échange d'informations. Entrons tout de suite dans cartes et graphiques. On y trouve soit une approche thématique, usure des sols, pluie acide, pollution, réchauffement climatique, soit une approche géographique. Alors, choisissons tout d'abord l'approche géographique en allant sur la région qui nous concerne le plus, c'est-à-dire l'Europe. Là, on découvre cette carte des pluies acides en Europe de l'Ouest. Et si on s'attarde un moment, on peut constater que le centre de ces émissions de pluies acides se situe en Pologne, dans l'est de l'Allemagne et au nord de la République tchèque. Les dégradés de couleurs rouge, orange, jaune pâle correspondent aux extensions des dépôts emmenés par les vents vers d'autres régions d'Europe. Et les cartes, là encore, sont révélatrices. Elles aident à montrer que les affaires de pollution ne s'arrêtent pas aux postes frontières et que l'Allemagne et la Scandinavie sont directement concernées. Alors, ce qui est intéressant dans cette page, c'est qu'elle nous offre des liens vers une approche thématique. Cliquons sur « Pollution ». On découvre alors la carte des courants aériens dans l'hémisphère nord. Restons un petit moment sur cette projection polaire, car ces grands courants aériens se dirigent tous vers la zone arctique. Donc, les particules polluantes émises par les zones de production industrielle nord-américaines, européennes, Asie du Nord, sont transportées vers les zones polaires au nord du 60e parallèle. Conséquence, les régions nord qui ne produisent pas récupèrent la pollution émise par d'autres plus au sud. Cette page nous propose le lien vers une rubrique thématique, atmosphère et changement de climat. Et là, on y repère un graphique qui concerne les chlorofluorocarbones. Ces fameux CFC sont contenus dans les gaz liquides sous pression, notamment dans les bombes aérosols, et les atomes de chlore qu'ils libèrent agressent la couche d'ozone. Alors sur ce graphique, on repère une chute des émissions de gaz CFC, et cela correspond à la date de la conférence de Montréal sur les CFC en 1989, qui a permis de prendre des mesures de réduction décidées par les producteurs de ces gaz liquides. Maintenant, si on retourne sur la page d'accueil,
choisissons d'entrer dans le rapport lui-même, le rapport sur l'état de l'environnement, où l'on trouve une liste des pays participant au projet. Et bien là, je voudrais attirer votre attention sur la présence dans cette liste des ex-pays de l'Est et des républiques issues de l'éclatement de l'Union soviétique. Car la chute du mur a eu également des conséquences en matière d'environnement. Un travail important a été fait depuis la fin du gel Est-Ouest par le GRID pour collationner et traiter les informations concernant l'environnement, car dans ces ex-pays de l'Est, elles étaient soit tenues pour secondaires, soit tenues secrètes. Eh bien, elles sont aujourd'hui ouvertes et accessibles, et ce rapport sur l'état de l'environnement nous donne accès à des rapports nationaux et locaux. Par exemple, allons voir les informations qui concernent la ville de Moscou. On découvre là une page très riche qui porte sur les zones industrielles de la ville, ou la mortalité en zone urbaine, ou encore on trouve une carte sur la pollution de l'eau à Moscou. On trouve aussi une carte sur l'état des sols dans la ville, ou bien encore une carte sur la pollution radioactive. Et toutes ces cartes qui concernent la capitale russe, il faut prendre un certain temps pour arriver à les lire, mais elles sont superposables, elles sont toutes à la même échelle, ce qui permet une analyse comparative des données. On a donc là une masse considérable de données et d'informations qui ont été réunies, traitées, triées, et ce, sur plusieurs années. La mission de cette antenne du PNUE, Programme des Nations Unies pour l'environnement, est justement de faire connaître ce travail en le plaçant sur ce site Internet dont vous voyez s'inscrire l'adresse sur l'écran et en mettant le site à jour régulièrement. Alors, quelle est l'utilité de ce travail? Eh bien, son accès est gratuit. Ces sources sont fiables, elles sont vérifiées par des experts. Cela permet une mise à niveau, voire une formation pour les enseignants, pour qu'ils puissent eux-mêmes sensibiliser les scolaires. Les matériaux sont simples, même si parfois il faut être persévérant pour les lire et les comprendre. Mais si on a un esprit plus critique, on peut aussi se demander ce que font les gens de cette énorme masse d'informations. En quoi est-ce que cela entraîne un diagnostic ? Est-ce que c'est une véritable aide à la décision politique? Parce que les résultats de ces recherches ne sont évidemment pas contraignants pour la décision. Ils n'impliquent nullement le vote d'un budget d'intervention, sans lequel la décision politique ne sert à rien. De toute façon, dans tous les cas de figure, c'est d'une très grande utilité de faire connaître ces travaux pour deux raisons très simples. La première, c'est que c'est nous, contribuables, qui payons par l'impôt ces recherches. C'est donc là un juste retour. Le travail des chercheurs connaît ainsi une bonne diffusion. La seconde raison, c'est que c'est nous qui formons l'opinion publique et que nous avons besoin d'être informés. On est donc là au cœur du processus démocratique. Nous seuls, sur les questions d'environnement, pouvons faire pression sur les gouvernements que nous élisons, car pour la majorité d'entre eux, ils ne sont pas culturellement très sensibles aux questions d'environnement. Vous voyez, en septembre 1999, l'Agence des Nations Unies pour l'environnement a estimé qu'il était déjà trop tard pour enrayer le réchauffement de la planète. 20% de la population mondiale manque d'eau. Les émissions de gaz à effet de serre ont été multipliées par 4 depuis 1950. Eh bien, ce sont là des informations précieuses qui aident à notre prise de conscience, puis, à terme, à notre action. Alors prochainement, je vous montrerai les cartes des dépôts des déchets nucléaires soviétiques dans la péninsule de Kola et en mer de Barents. Et puis, en me rendant sur place, j'interrogerai les gens qui habitent dans ces régions, très au nord donc, pour savoir quelle action technique, quelle action politique ils préconisent pour réagir à la pollution de leur chaîne alimentaire.